Go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette bulle verte. Nous sommes avec Antoine Gouillot, mieux connu comme Jimmy pour les amis, de Jimmy Energy, start-up qui se positionne sur un créneau assez innovant, c'est-à-dire utiliser du nucléaire, du nouveau nucléaire, pas le nucléaire qu'on a dans les centrales qui sont en fonction aujourd'hui, mais une autre technologie dont Antoine va nous parler, pour décarboner la chaleur industrielle. Vous savez qu'un des enjeux de la transition écologique, la transition énergétique, est celle de décarboner autant que possible, mais il y a des industries qui ont besoin de chaleur industrielle. Et pour ces industries-là, bien sûr, on pense au cimentier, on pense à l'acierie, on peut changer le process pour décarboner, mais pour d'autres, on a vraiment besoin de chaleur. Et donc, plutôt qu'utiliser du gaz, eh bien, on peut essayer d'utiliser du nouveau nucléaire. Donc, on va en discuter avec Antoine. Tout d'abord, déjà, un peu de contexte. D'où est venue cette idée de créer une start-up sur ce sujet-là? Depuis combien de temps vous y travaillez et où vous en êtes pour l'instant? Ok, l'histoire, ça a commencé en 2020, au moment du premier confinement avec des copains. Le principe de base, c'est qu'en effet, les industriels ont besoin de chaleur. Ils ne changent pas leurs moyens. Pour produire cette chaleur, généralement, ils utilisent des énergies carbonées, donc du gaz, du charbon. Et la raison est le coût. Il n'y a rien qui permette de faire de la chaleur à un meilleur prix que du gaz et du charbon. Si vous utilisez l'électricité, c'est 3 fois plus cher. Si vous utilisez l'hydrogène, c'est 4 fois plus cher. Et pas parce que c'est des market pricing, c'est simplement que vous avez derrière ça des rendements énergétiques. Une centrale nucléaire a un rendement de 1 tiers, ou une centrale à gaz a un rendement de 1 tiers. Donc ça veut dire que votre gaz et votre électricité est forcément 3 fois plus cher que le gaz. C'est un peu grossier, il y a des exceptions, mais c'est vraiment ça qui fait que aujourd'hui vous êtes dans un minimum quand vous êtes un industriel pour la chaleur. Et il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que si demain vous passez sur quelque chose qui est décarboné et qui existe aujourd'hui, vous éclatez vos marges et donc demain vous êtes plus compétitif face aux étrangers. Le point de départ du coup, c'était de se dire c'est dommage. De quoi dispose-t-on aujourd'hui pour faire de l'énergie? C'était vraiment notre point de départ. Et dans les sources que l'on maîtrise, et en particulier dans les dernières sources que l'on maîtrise, parce que ça date de 1942, date du premier réacteur nucléaire, il y a la fission de l'uranium, c'est-à-dire la capacité à scinder un atome d'uranium en deux, et ça dégage de la chaleur. Ça nous a permis de faire une bombe, ça nous a permis ensuite de faire de l'électricité dans un plan colossal industriel qu'on a tous connu en France. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a et ce dont nous disposons en termes de retour d'expérience, la question était de se poser, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'énergie moins chère que le gaz? Et en fait, l'uranium, quand vous regardez son prix, c'est 10 à 50 fois, ça dépend au moment à quel endroit vous regardez les cours, mais 10 à 50 fois moins cher en euros au mégawattheure que le gaz. Donc, vous avez un endroit où vous pouvez faire une réaction décarbonée très puissante, parce que c'est l'intérêt en plus de l'uranium, et à un prix moins cher que celle dont disposent les industriels. Donc, vous êtes en mesure d'aligner chez eux l'écologie et l'économie, ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'écologie n'est pas un problème rentable. Donc, rendre rentable ce problème nous fait... c'est ça qui a été le point de départ. Donc, au début, c'est un Excel, parce que je venais du conseil en stratégie. C'est un verre avec un copain qui travaille à l'autorité de sûreté nucléaire qui s'est foutu de ma gueule. Et chez qui je passe le week-end là pour le rappeler qu'il avait tort. Et donc, maintenant, ça a été une première course. Alors, au début, on se disait que ça ne serait jamais possible. Et donc, ça durait 2 semaines. Pour être même tout à fait précis, c'était pendant le confinement, donc on s'embêtait. Donc, on s'amusait à appeler des gens qui s'ennuyaient. Et on a d'abord appelé des gens qui savaient faire des réacteurs qui nous ont dit apparemment c'est possible. Donc on s'est dit merde, faut continuer. Après on a appelé des gens qui sont dans la réglementation qui nous ont dit c'est possible. Donc on a dit merde, faut continuer. Et après il y a eu les industriels à qui on allait voir en disant les gars, on a une idée un peu saugrenue. Mettons un petit réacteur nucléaire chez vous, ça va remplacer votre chaudière à gaz et vous aurez un prix de la chaleur qui est moins cher et prévisible à 20 ans. Et là ils nous ont dit non, nous ça nous intéresse énormément. Et tous. Et par contre, il faut bien préciser pour les gens qui nous écoutent, on parle de nucléaire, mais pas n'importe quel nucléaire, ou encore pas les nucléaires standards qui fonctionnent dans les centrales, les EPR, réacteurs à eau pressurisée qu'on a dans les parcs nucléaires français. Les créneaux sur lesquels Jimmy se positionne, c'est une technologie qui s'appelle HTR, haute température. Quelle spécificité? Est-ce qu'on veut faire un moment en parenthèse ingénierie, sciences de l'ingénieur très très rapidement pour expliquer en fait ce que vous voulez faire? Oui, alors complètement. Donc le principe, une fois qu'on a fait la base slide au conseil en stratégie, il faut arriver à faire un réacteur nucléaire. Donc notre point de départ était de se dire on n'est pas des scientifiques, le but c'est d'aller le plus vite possible au marché et puis on innovera après. Et donc de reprendre des technologies qui existent.
Alors, les réacteurs qu'on imagine souvent dans ceux de nos centrales, ils font près de 5000 mégawatts thermiques. Et c'est un réacteur dit à eau pressurisée. Alors c'est extrêmement bien le réacteur à eau pressurisée parce que c'est très dense en puissance. Vous mettez dans très peu d'espace beaucoup de puissance. Mais par contre, ça a des enjeux de sûreté. C'est-à-dire que si vous l'arrêtez, vous devez le refroidir. Si vous ne le refroidissez pas, ils fond. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Autre point aussi désagréable, il fait une chaudière à 300 degrés. Donc en fait, si vous voulez vendre de la chaleur, vous êtes un peu limité. 300 degrés, c'est pas énorme. Donc on a commencé à ouvrir un peu les portes de tout ce qui s'était fait dans le passé. Et il y en a un qui nous a intéressé, c'est en effet le High Temperature Reactor. Donc c'est un réacteur qui est modéré au graphite, comme dans Tchernobyl, pour ceux qui ont vu la série. Ça n'a rien à voir, mais je vous le dis. Voilà. Mais c'est un réacteur au graphite et dans lequel vous mettez un combustible qui est fait à partir d'uranium également. Donc l'intérêt du réacteur, la chaleur est évacuée à l'aide d'hélium pressurisé. L'avantage d'un tel réacteur, c'est qu'il est plus chaud. Vous pouvez monter jusqu'à 850-900 degrés si vous êtes chez les Japonais. Si vous avez un peu plus la flemme et vous ne voulez pas payer des gros matériaux trop chers, on se met plus bas chez nous. Donc nous, on est à 550 degrés en cœur. Mais ça vous permet de dépasser la limite des 300 degrés des réacteurs à eau pressurisée. Et au-delà de ça, vous avez une sûreté passive. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'éteignez, celui-ci n'a pas besoin d'être refroidi. Il se refroidit tout seul. Et d'autre part aussi, si vous avez un accident, les contre-réactions des neutrons à l'intérieur font qu'il se stoppe tout de suite. Donc c'est un gage extrêmement fort pour pouvoir justement réaliser un réacteur qu'on met plus loin des centrales nucléaires, enfin qu'on met sur le sol à différents endroits, cette sûreté, et dont le but est vraiment de faire de la chaleur à la plus haute température possible. Alors après, il reste une question de la puissance. Et donc, en effet, par rapport à ce qu'on peut imaginer des réacteurs nucléaires, qui sont des choses énormes, parce que c'est ce qu'on voit, en fait, il y en a aussi des tout petits. Il y a un réacteur de recherche très fort et très puissant au milieu de Grenoble, personne ne le sait. Mais donc, il y a du coup une capacité de faire des petits réacteurs nucléaires. Et donc, nous, on fait un cube de 18 mètres x 18 mètres x 18 mètres, dans lequel vous avez un réacteur de 10 mégawatts thermiques. Je rappelle, l'EPR, c'est 5000, nous, on est à 10. Vous avez un rapport de 500. Et ça nous permet, en termes de marché, parce que c'est toujours le but, c'est d'aller vendre et d'être capable de déployer une solution qui est vraiment utile aux industriels. Ça vous permet d'être le plus bas possible pour être rentable et de maximiser votre nombre de clients. Donc, aller voir des clients, des industriels qui ont des sites déjà en opération et qui passent effectivement d'une solution carbonée à une solution décarbonée. Par contre, ce n'est pas évident de mettre un petit réacteur nucléaire à côté d'un site qui, par exemple, fait de la production d'alcool ou des choses comme ça. Où sont les difficultés pour vous, du point de vue de convaincre les industriels à recourir à une solution de ce type, qui est une solution vraiment de rupture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Donc il y a deux. Alors la conviction des industriels qui va être le client, elle est assez simple. Vous leur donnez un prix, ils sont d'accord. C'est la question du risque industriel n'existe pas. N'existe pas chez eux parce qu'ils gèrent le risque en permanence dans la journée. Ils savent ce que c'est. C'est leur environnement. Et donc quand on arrive avec notre solution qui, comme je disais juste avant, n'a pas d'enjeu de sûreté majeur. Il y a des petits enjeux de sûreté normaux. Comment vous descendez, comment vous faites de la maintenance, etc. Mais à aucun moment nous représentons un danger pour le territoire. Donc ça fait qu'eux, ils comprennent très bien que en fait, notre installation est indolore pour eux et va juste leur apporter finalement une économie d'énergie, voire de la compétitivité. Ensuite, donc, après, il y a deux choses pour arriver à mettre un petit réacteur chez un industriel. Il y a d'une part l'aspect réglementaire. Donc je donne des dossiers à l'État aux autorités indépendantes de l'État qui permettent d'étudier notre dossier et vérifier si oui ou non il est compatible avec la réglementation française. Ça, c'est un vrai pain point au sens où c'est très long, il y en a beaucoup et d'une certaine manière, ça a été dimensionné pour les centrales nucléaires. Donc nous, c'est un sujet où il faut arriver à naviguer. Par ailleurs, quand vous mettez une ICPE, c'est-à-dire une installation industrielle, et à l'intérieur de laquelle vous mettez une installation nucléaire, les gens qui avaient fait la loi n'avaient pas forcément prévu qu'on arriverait avec ce genre d'idée. Donc c'est assez rigolo. Mais du coup, c'est ce genre de sujet que l'on regarde. Alors on a bien réussi à déminer, et comme on arrive avec un objet qui est assez simple à comprendre physiquement, les questions, les tensions se démêlent assez vite, mais c'est un vrai point dans notre écosystème. Donc finalement, la réglementation qui est là à la fois pour garantir notre sûreté et quand même aussi en même temps un frein à l'innovation. Il faut trouver le bon équilibre. Et après, le second point, c'est d'un point de vue industriel, être capable de réaliser cet équipement. Alors l'avantage, et c'est la force de la France, c'est qu'on a un tissu industriel avec des gens compétents pour faire des équipements de type nucléaire. Ça veut dire quoi, type nucléaire? Ça veut dire avec suffisamment de qualité quand c'est un enjeu de sûreté et avec suffisamment de pureté
quand vous êtes dans le réacteur. Voilà, c'est pas sorcier. Simplement, il faut savoir le faire. Et on sait le faire. Et donc tout ça, ça demande d'organiser tous ces gens-là autour de process qualité souvent qui sont un peu plus longs et qui est aujourd'hui notre enjeu principal. Et du coup, du point de vue toujours de l'approvisionnement, quels sont les verrous, quels sont les points de difficulté que vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que demain, effectivement, la filière française sera en mesure de produire tous les équipements dont vous avez besoin, ou est-ce que vous voyez des difficultés et vous êtes en train de les anticiper aussi? Il y a en effet des sujets, un moment de bottleneck, c'est-à-dire que typiquement si on parle du graphite nucléaire, on sait en faire en France, je vous dirai pas où parce que ils sont pour moi, mais généralement, donc on sait en faire en France. Aujourd'hui, leur machine, elles permettent de faire quelques réacteurs par an. Et si demain on veut en faire plus de 10 par an, on sait qu'il faut investir près de 20 millions d'euros chez eux. Donc c'est ce genre de choses qui vont être nos enjeux à anticiper aujourd'hui, même si on est capable d'en sortir un au début. Pour certains aspects, certaines pièces, ça nous demande d'internaliser le savoir-faire, en particulier autour du combustible, où il y a une partie du combustible, enfin une étape du combustible qu'on ne peut pas faire en France aujourd'hui. C'est pas gênant pour délivrer les premiers, mais pareil, demain, il faut le maîtriser. Donc ça, c'est un des sujets qu'on a déjà anticipé. Et puis, sur après, parfois, il y a des questions typiquement autour de l'hélium, certains équipements qu'on ne trouve pas en France. Mais bon, c'est moins critique que les deux premiers, typiquement. Donc, vraiment quelque chose d'assez haute technologie sur lequel il faut travailler, mobiliser la filière, mais on l'a compris, quand on change de technologie, il y a des investissements aussi à faire. Il y a un besoin financier fort. Et là, vous vous inscrivez dans une lignée de nouveaux acteurs du nucléaire, les SMR, AMR, donc Small Modular Reactor ou Advanced Modular Reactor. C'est vraiment une nouveauté pour le nucléaire. On sort du schéma du nucléaire étatique et on rentre dans un nouveau schéma dans lequel ce sont les investisseurs privés qui accompagnent des compagnies privées qui sont à la fois sur des modèles économiques différents, notamment conception, construction, exploitation de la centrale. Dans tout ça, comment vous vous positionnez? Et aussi, est-ce qu'à votre avis, le panorama des investisseurs il est prêt aussi, notamment en France, pour s'engager, ou c'est encore quelque chose d'un peu loin de venir? Donc nous, juste en termes de métier, pour commencer, donc on est concepteur exploitant, donc on conçoit la machine, on la fait produire par ceux qui savent, nous on n'est pas sachant, et après on en est l'exploitant, c'est-à-dire qu'on prend la relève, ou en tout cas on prend en compte on prend en charge l'exploitation de la machine de telle sorte à ce qu'on ne vende que la chaleur à l'industriel. Ça, c'est une exigence à la fois de l'industriel qui ne veut pas gérer l'installation et c'est aussi une exigence de l'État qui va avoir un point unique de communication quand il y a une installation nucléaire. Et c'est du coup notre rôle en tant qu'exploitant nucléaire qui est un vrai statut légal administratif. Donc ça, c'est pour répondre à notre métier. Par rapport aux investisseurs, les investisseurs qui sont dans la salle, il y en a certains qui m'épient, on sait très bien que eux, ce qu'ils vont regarder, c'est la durée de la vallée de la mort et les investissements nécessaires. Nous, notre approche depuis le début, c'est de reprendre des choses le plus simple possible et de déployer. On vise du coup un premier déploiement en 2026 chez un client qu'on annonce début décembre. Donc ça, c'est vraiment notre roadmap parce que notre but, c'est de faire quelque chose qui marche, un peu un MVP si on reprend les termes de la startup digitale, et à partir de là, d'innover, d'itérer, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensuite. Donc ça, les investisseurs, on arrive à en trouver parce qu'ils comprennent un dialogue, ils ont un pitch face à eux qui leur parle avec des temporalités dans lesquelles ils sont capables de s'engager ou par rapport aux durées de fonds, parce que les fonds, ils lèvent 50 d'investissement, 50 sorties, c'est compatible. Si vous voulez faire une technologie de nouveaux réacteurs comme fait Bill Gates, ou un réacteur extrêmement plus complexe que ce que nous sommes en train de faire, ça vous amène à des investissements qui viennent soit de personnes qui sont complètement dédiées au nucléaire, qui ont un coup de cœur, donc c'est souvent ça qu'on voit dans les autres startups du nucléaire, soit un centre de venture capital qui est plus mature. Donc aux États-Unis, on a un mélange de ça, à la fois des Bill Gates ou des milliardaires thaïlandais qui mettent 800 millions d'euros dans une start-up, ou en face de ça, un univers VC qui est capable de prendre le relais avec, puisque j'ai lu en termes de chiffres qu'on a 5 milliards de VC en France et qu'ils ont 70 en ordre de grandeur aux États-Unis. Et donc, il y a encore du travail à faire de sensibilisation, notamment en France ou en Europe, alors? Pour vendre le nucléaire? Oui. En France, ça va. Il y a une espèce de ralliement qui se passe en particulier depuis l'annonce de France 2030 où les gens comprennent ce qu'on fait, comprennent leur intérêt et comprennent qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté. Le conflit
Russie-Ukraine nous a bien montré cela. On s'amuse à imaginer l'état de l'Allemagne si on déploie bien notre réacteur, parce qu'eux, ils sont dans un dilemme entre leur industrie et leur antinucléarité qui vient de Tchernobyl, hein, c'est ça l'histoire. Et donc vis-à-vis de l'Europe, quand on regarde ensuite, nous, où est-ce qu'on peut s'exporter, en fait, vous avez les pays qu'Agnès Pannier-Runacher est en train de rassembler là, dans son initiative nucléaire, qui, eux, sont friands, ils ont le même problème d'énergie, au sens où ils n'ont pas d'énergie fossile sur leur sol, ils ont des quotas carbone et ils aiment bien le nucléaire. Donc eux, on sait très bien où on peut aller. Et puis après, il reste quelques individus, souvent au centre de l'Europe, qui sont l'Autriche, l'Allemagne, un peu l'Italie, enfin, on va voir comment ils évoluent, mais qui, eux, sont un peu plus difficiles à aller chercher. Mais encore une fois, dès que l'industriel est saisi par le prix, on est vraiment capable de l'emmener et de partir avec lui. Est-ce que c'est facile pour une jeune start-up française, d'aller vendre des réacteurs nucléaires dans d'autres pays d'Europe? Absolument pas, mais c'est pour ça qu'on ne le fait pas. On commence par la France, parce que ça nous permet de montrer ce qu'on fait. L'idée demain, c'est de se dire, il y a souvent un acteur français qui a des sites à l'étranger. Donc ça, c'est hop, ça nous permet de se faire porter. Puis après, il y a tout l'aspect ambassade. Parce que finalement, sur l'aspect nucléaire, il y a tout un historique assez rigolo, voire beau pour certains aspects. Dans chaque ambassade française, vous avez un conseiller du nucléaire. Donc là, typiquement, on s'amuse à les contacter pour certaines pièces qu'on cherche. Et ça peut être des fabuleux relais. Et ça, on peut imaginer demain que pour un export soit utile. C'est des gens qui existent depuis longtemps et qui ont vraiment un beau métier et souvent des belles histoires à raconter d'ailleurs. Sûrement. On a parlé export, on a parlé investisseurs. Il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez quand même une concurrence, que vous n'êtes pas les seuls au monde sur cette technologie-là et que vous devez aller vite. Notamment aux États-Unis, il y a pas mal de startups qui se positionnent sur le même créneau. La course est rude, j'imagine. En vrai, si on parle de nos concurrents, au sens les concurrents qu'on regarde, ça va être les choses type biomasse, type gaz. Demain, le gaz s'effondre, tout le monde redevient à 5 euros du mégawattheure. Là, jamais on y arrive. Donc, c'est ces choses-là en fait, qui sont vraiment notre paysage concurrentiel. Après, les autres startups du nucléaire, ce positionnement purement chaleur en Europe, on est les seuls à l'avoir. Pourquoi ? Parce que en fait, les initiatives nucléaires en Europe, elles étaient assez faibles. Mais par contre, le marché en Europe de la chaleur est le seul qui est aussi intéressant. Parce que c'est là où on a l'énergie la plus chère et c'est là où vous avez des quotas carbone. Donc le SWIFT des industriels est bien plus fort. Si demain on part avec Jimmy aux États-Unis et en Chine, en imaginant qu'on sépare les Chinois et qu'on connaît tous les membres du parti, il y aura quand même un problème à un moment de prix. Et donc ça, c'est ça qui fait un peu notre unicité. Donc quand on regarde les autres projets nucléaires à l'étranger qui font le même type de HTR, souvent ils font de l'électricité en plus et ils le font pour des marchés qui sont différents des nôtres. Donc ils peuvent arriver très vite, en particulier par l'Europe de l'Est, parce qu'en ce moment les Américains sont en train de profiter de la situation géopolitique pour mettre énormément de réacteurs nucléaires là-bas. Mais finalement dans la course, on s'en sort pas si mal, surtout que notre truc est vraiment low-tech par rapport à ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est un véritable avantage à la fois pour notre capacité à aller vite sur le terrain, mais aussi demain industrialiser, puisque une des promesses de ce type de nouveau nucléaire, c'est la production en série. Et cette production en série, elle est possible si vous faites un truc qui est débile. Si vous faites quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui demande à des artisans de faire des cuves avec des trous dans tous les sens, dans tous les axes, vous ne serez jamais en mesure de faire une usine qui produit des réacteurs en série. Et donc finalement, on s'en sort pas trop mal. Enfin, c'est pas de là où on prend la plus grosse pression, pour l'instant. C'est très bien. Juste un dernier point, après on donnera la parole à la salle pour quelques questions. Pour rappel, quels sont les secteurs dans lesquels on peut décarboner la chaleur industrielle? Quels sont les secteurs industriels qui ont besoin de cette chaleur industrielle pour comprendre un peu, pour se positionner de manière un peu plus concrète sur le paysage? Alors, la chaleur industrielle, j'utilise de la chaleur pour faire mon procédé. Il y a différentes utilisations. Une utilisation vapeur, qui va être celle qui nous intéresse beaucoup, et puis une utilisation souvent flamme ou un peu différente, avec des réducteurs chimiques aussi, qui est différente. Et donc si on regarde un peu les grands endroits où on consomme de la vapeur pour commencer, c'est le papier, l'agroalimentaire et la chimie. Et ça, c'est vraiment nos marchés où on peut aller, parce qu'en fait, en vapeur industrielle, vous avez jusqu'à 450-500 degrés, mais jamais au-dessus. Et ça correspond du coup à la température de notre cœur. Donc c'est assez simple en termes d'alignement de la chaleur et de la puissance. D'autre part, la vapeur permet à cette capacité vous pouvez vous brancher à l'extérieur d'un site et vous relier au système vapeur sans avoir à modifier le site.
Si vous voulez changer un four pour mettre du nucléaire dedans, vous devez vraiment rentrer dans le site industriel. Donc, votre capacité à vous déployer est moins forte. Et puis après, si on part du coup sur les autres types d'endroits où on a besoin donc, de chaleur, mais qui n'est pas de la vapeur, vous avez le verre, le ciment, l'acier. Et en fait, pour l'acier, quand vous utilisez du coke, vous avez un aspect réducteur de chimie où là, en fait, nous, on ne peut pas les remplacer. Le métal, souvent, on utilise l'électricité. Et le verre, il faut arriver à des hautes températures. Donc, ce sera plutôt des sujets pour demain. Et l'électrolyse de l'hydrogène? On ne fait pas d'électricité. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est et je crois que l'électrolyse est une réaction exothermique. À haute température, bon, bref. Pardon. Oui, mais on peut aider. On peut donner un coup de main. Il y a d'autres cycles, même purement calogènes, qui existent. Simplement, il faut monter à 830 degrés minimum. Il y a d'autres trucs qui existent, copper, cobalt. Pareil, l'hydrogène fait partie des marchés qu'on peut aller chercher, mais le but au début, c'est pas d'aller faire les cakes, aller faire l'hydrogène, c'est d'aller surtout montrer qu'on peut faire de la chaleur pour un industriel qui est content à la fin, qu'on arrive à délivrer et qu'à partir de là, on est capable d'innover. Merci, je pense qu'on a un peu mis à nu Jimmy. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Laurent Cotte. Moi, je voudrais avoir... en fait, je me pose des questions par rapport au cycle des déchets. Et en fait, j'ai entendu que les SMR, ils avaient la capacité de fermer la boucle des déchets. Je voulais savoir si vous utilisez du thorium, si vous utilisez du MOX. Voilà, si... Alors, on va répondre par différents points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, le déchet n'est pas un problème, au sens où il ne tue personne, ils sont très bien gérés en France, et on en fait en toute petite quantité quand on fait un réacteur comme ça, donc ça n'a pas été notre priorité. On en fait du coup, et on en fait de telle sorte à ce que tous les équipements que l'on produit, qui seront des déchets nucléaires à la fin, soient récupérables par l'Agence nationale des déchets radioactifs, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas besoin d'investissement lié à notre apparition sur le territoire français. Donc on a plutôt choisi le truc inverse on fait rien de nouveau sur les déchets, on utilise les gares de triage. Après, ce que vous dites, c'est vrai, c'est juste, il y a des réacteurs, donc ça s'appelle les réacteurs à neutrons rapides, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces sur la matière. Ils demandent un temps de développement beaucoup plus long. Tous les projets que voit Massimiliano, c'est 10, 15 ans, parce que vous avez à la fois l'aspect R&D, je conçois, après l'aspect qualification, parce que j'ai conçu quelque chose de nouveau, et après j'ai l'aspect j'industrialise. Et ça vous demande des budgets de plusieurs milliards d'euros. Donc les SMR qui vous disent qu'ils vont faire ça, ils ont besoin de lever plusieurs milliards d'euros. Est-ce que j'ai une tête à lever plusieurs milliards d'euros? Non. Du coup, j'en fais pas. Ça dépend. Mais point de vue. Mais non, mais c'est pour ça, en fait. Et notre truc, c'est clairement, on pense que c'est l'avenir, mais vaut mieux y aller en étant serein et malin pour pouvoir ensuite y accéder. Et après, d'un point de vue MOX, on peut faire en tout cas une partie de notre combustible sous plutonium. Ça permettrait d'avoir des réacteurs qui durent très très longtemps, donc ça nous intéresse énormément. Et pour les réacteurs à neutrons rapides, c'est en effet un Graal, mais qu'il faut aller chercher dans un second temps. Enfin, c'est notre vue. J'ajoute juste qu'effectivement, la technologie sur laquelle Jimmy se positionne, une technologie qui, par exemple, en Chine, existe déjà et qui vient d'année d'expertise en Allemagne, aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui existe. Alors que les réacteurs Advanced Modular Reactor à cycle fermé, on est sur ce qu'on appelle les générations 4, donc quelque chose de similaire à Superphénix. Donc il y a un delta de recherche encore et de développement à faire pour aboutir. Jimmy, ils se sont mis dans une position un peu plus sécurisée de ce point de vue-là. Par contre, typiquement, on fait vachement attention aux déchets, au sens où quand on conçoit la machine, on évite d'arroser de neutrons tout, parce qu'après ça vous fait des déchets en quantité, ça nous coûte cher à nous, et c'est pas très... on reste comme dans une démarche où on aimerait vraiment créer quelque chose de durable. Donc voilà, on essaie de trouver le meilleur des deux mondes. Oui. Là, on en a un. Pour le prix, on ne va pas le divulguer. Et, et on est en train de faire la suite. Là. En fait, on a le premier qui est... Le premier est un démonstrateur industriel, / prototype. Le but, c'est de vraiment montrer que, un, il y a un usage industriel, et deux, que c'est capable de bien marcher, enfin, au sens sous-réacteur et lien avec un site industriel. Voilà. En termes de technologie pure, les briques associées qu'on a sont toutes démontrées dans les champs d'utilisation que nous utilisons. Alors le refroidissement, il est passif. Ça fait partie justement comme vous transmettez la chaleur, le site industriel est votre source froide, d'une certaine manière.
Au moment où vous arrêtez tout, l'industriel se coupe, vous coupez, enfin vous avez un accident, vous allez perdre du poids du circuit primaire, un des pires accidents. Dans ce cas-là, en fait, le graphite sert de tampon thermique et vous fait une diffusion passive de la chaleur, de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de système actif sur, sur le réacteur. Ce qu'on appelle une sûreté intrinsèque, en fait. Et c'est ça qui a guidé notre choix. C'est vraiment de se dire, je prends le truc le mieux pour mon application qui est un peu différente de celle d'avant. Par contre, typiquement, le réacteur est très volumineux. Quand je parle c'est une grosse cuve, elle ne tient pas dans la bulle. Donc on veut faire du micro-réacteur, le fantasme du container, nous, on s'assoit dessus. Par contre, c'est intéressant parce qu'on a les propriétés qui correspondent à ce dont notre industriel a besoin. Là, on essaie de caler une maintenance En fait, la maintenance est assez limitée. En termes, vous avez le cœur, vous ouvrez pas et qui marche, et après vous avez quelques mécanismes roulants et qui tournent. Donc on essaie de faire une maintenance en 10 jours, 10 jours tous les ans, ce qui est assez faible. On pense y arriver, peut-être pas sur le premier, mais assez vite. Voilà. On a des équipements sous pression, tous, mais il y a assez peu de linéaires. Les moments où vous les regardez, c'est les endroits, vous avez toutes les barres de commande, il faut regarder, certains pompes, on n'a pas beaucoup de pompes non plus. Ça peut aller assez vite, c'est une question de comment on fait pour rentrer ou sortir dans le bâtiment. Il y a quelqu'un de Jimmy dans la salle qui sourit, je pense, mais voilà. Bonjour. Non, on arrête le réacteur. On est vraiment sur des... Du coup, pareil, on fait des trucs simples au début. On peut mettre un capteur de main ou un stocker de main. Mais aujourd'hui, c'est pas notre but. Le but, c'est on a quelqu'un qui consomme beaucoup, on lui met un petit réacteur, il est très content, et on avance comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie puisse s'appliquer à d'autres applications, par exemple le réseau de chaleur urbain ou des choses qui sont non industrielles? Ouais, complètement. Le sujet, c'est que finalement, les réseaux de chaleur urbain, il y en a quelques-uns en France, mais c'est pas énorme. Et généralement, les incentives à changer de technologie par rapport à la technologie actuelle ne sont pas très fortes. Donc on n'est pas allé voir ce marché a priori, mais on a une application directe aussi possible. Si on devait quantifier les déchets à haute activité, alors je sais plus, c'est les H, je sais plus quoi là, c'est-à-dire supérieur à 31 ans, pour un réacteur Jimmy de 10 MW, chaque année à peu près, il faut sortir combien de déchets? Alors du coup, on a des recharges qui durent 20 ans. Donc on met suffisamment d'uranium pour que ça dure jusqu'à la fin. Et à la fin, la question c'est est-ce que vous repassez par le retardement de la Hague? Ça peut me gagner du temps si vous voulez. En fonction de ça, en fait, je ne vais pas donner les masses parce que du coup c'est quand même clairement corrélé à la masse d'uranium qu'on met dans le réacteur. C'est bien inférieur d'une tonne. C'est bien inférieur à une tonne à la fin. Ouais, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, du coup j'en fais une toute dernière. Que deviendra Jimmy dans 10 ans? Nous, on aimerait bien devenir une plateforme industrielle nouvelle du nucléaire. C'est-à-dire qu'on repart de ce qu'ils savent aujourd'hui, on développe les quelques briques qui manquent, et surtout une nouvelle mode d'exploitation, une nouvelle de chaleur. Donc vraiment créer un réseau, un tissu à la fois de fournisseurs et à la fois de clients pour délivrer une forte chaleur. Donc ce serait... Donc, dans les faits, cette plateforme industrielle nucléaire, et puis dans le métier, un fournisseur d'énergie décarboné en France, voire ailleurs. Et en Europe. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute, donc vraiment, si quelqu'un a des questions, allez-y. Alors, j'ai un commentaire. Je voudrais tout simplement vous féliciter. C'est une excellente approche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aurez pu produire de l'électricité, mais alors tout producteur d'électricité doit le revendre. Vous avez un moulin à vent, vous devez le revendre à l'État qui le repasse par EDF. Et donc, vous sortez de cette problématique et vous êtes maître du jeu dans la négociation de vente. Donc ça, bravo. Maintenant, j'ai une question en termes de sécurité. Bon, ça fait à peu près, vous l'avez dit, 500 fois moindre qu'une centrale nucléaire. Maintenant, on parle beaucoup de terrorisme ou d'actes délictueux. Donc, quel est le risque sur ce plan-là? Alors, il y a aussi ça, mais le risque, il est aussi sur le plan sismique. Mais le plan sismique, c'est peut-être pas non plus les mêmes contraintes. Mais voilà, quelle est la sécurité par rapport à ça? Alors, pour vous dire à quel point l'enjeu sismique est faible,
j'essaye de négocier avec l'autorité de sûreté le fait que le circuit primaire ne résiste pas au séisme. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de... Alors, ils sont pas hyper chauds pour l'instant, mais si on arrive avec les bons ordres de grandeur, ouais, grosso modo, si tout casse en séisme, je parlais du terrorisme juste après, si tout casse en séisme, si vous êtes sur le toit, vous prenez l'équivalent d'un demi-scanner. Donc c'est ridicule. Enfin, il y a vraiment zéro impact. Pour l'aspect terrorisme, c'est quelque chose qui est suivi. Donc, on n'en parle pas généralement, mais parlons-en. Pour ça, on parle souvent de l'autorité de sûreté nucléaire qui s'occupe de la partie sûreté. Est-ce que ma machine fonctionne bien? Qu'est-ce qui se passe si elle a une défaillance ou une agression sur un point? Et après, il y a l'aspect sécuritaire. C'est d'autres gens qui sont liés au ministère de la Défense. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un méchant qui vient et qui me met X kilos de TNT là, ici, là-bas? Et donc, par rapport à ça, on a une conception qui répond à toutes ces exigences et qui, en fait, même au-delà de ça, répond alors qu'elle n'en a pas besoin. C'est comme on veut être exemplaire, on veut montrer que notre système n'est pas une menace. Si on ne mettait rien comme système, ce ne serait pas une menace. Mais en fait, comme on veut vraiment montrer que ce n'est pas une menace, on a aussi mis des systèmes de protection pour qu'on puisse surtout montrer que le système, le réacteur fonctionne. Je ne vous donne pas les trucs, je n'ai pas le droit, mais Sur ces mots rassurants et ces félicitations, on doit conclure. On vous invite à discuter après. Merci beaucoup de votre attention. Merci Antoine et bon travail à Jimmy. Merci.